Dans le cadre de mon habilitation à diriger des recherches, je présente les travaux suivants. On peut les grouper en 4 thématiques. L'étude des fondements de l'hydrodynamique, et en particulier de la turbulence. L'analyse des EDP elliptiques et paraboliques. Ces 2 premières thématiques sont évidemment très proches et ont des liens très forts. L'analyse sous-riemannienne et multifractale. Et enfin, la pédagogie des mathématiques. Dans cet exposé, il a fallu faire des choix. Nous allons donc insister davantage sur les 2 premières thématiques et glisser un peu plus rapidement sur les 2 autres. Je signale enfin que le code de couleur présenté ici va être respecté dans toute la suite, donc chaque transparent aura la couleur associée à son thème. La première partie de mon exposé est consacrée à l'étude mathématique des fondements de la turbulence. On va commencer par un rapide tour d'horizon pour présenter qu'est-ce que c'est que la turbulence et quelles sont les approches standards en physique, en ingénierie et en mathématiques. La turbulence est une collection de propriétés qu'on observe dans les écoulements les plus agités. Pour simplifier, on peut classer ces propriétés en 3 familles. Des propriétés concernant la répartition de l'énergie, ce qu'on appelle le spectre d'énergie, et l'apparition d'une loi de puissance dans cette répartition. De façon en partie duale, on observe aussi l'apparition de lois de puissance dans les fonctions de structure, qui sont en fait une façon d'exprimer le module de continuité LP du champ de vitesse. Et puis, toute une grande famille de propriétés qualitatives sur l'émergence de structures tourbillonnaires, dissipatives, des propriétés liées à l'ingénierie, que je vais présenter dans les transparents qui suivent. Le point sur lequel je souhaite insister, c'est que la turbulence réelle est une propriété qui apparaît exclusivement aux échelles intermédiaires d'espace et de temps. Ça turbule ici et maintenant. L'expérience suivante permet de visualiser un écoulement turbulent sur le principe de la fluorescence laser. Il s'agit de générer un écoulement turbulent. Ici, c'est un générateur de vapeur froide. On obtient un écoulement turbulent avec des petites particules d'eau en suspension dans l'air. Et on fait passer un laser à travers cet écoulement. Le laser, qui normalement est invisible, va être diffusé par les petites particules d'eau et on peut ainsi visualiser une tranche d'écoulement ou éventuellement 2 tranches si on prend 2 lasers orthogonaux. Dans cette expérience, on peut voir effectivement l'émergence de structures tourbillonnaires et les aspects caractéristiques de la turbulence tridimensionnelle, des gros tourbillons qui évoluent vers des tourbillons de plus en plus petits jusqu'à disparaître. Cette expérience permet d'illustrer mon point de vue sur la turbulence, à savoir que ça turbule ici et maintenant. On n'a pas besoin de faire tendre la viscosité vers 0, on n'a pas besoin de faire tendre le temps vers l'infini pour observer effectivement de la turbulence. Mon objectif est d'obtenir une théorie mathématique cohérente à cette échelle. Dans les 3 transparents qui viennent, je vais présenter plus en détail les propriétés qui caractérisent la turbulence. Le spectre d'énergie mesure la façon dont l'énergie se répartit dans l'écoulement en fonction de la fréquence K. L'énergie totale s'obtient donc en intégrant le spectre d'énergie. Dans un écoulement turbulent, on observe que le spectre d'énergie présente dans un certain intervalle de fréquence, qu'on appelle le régime inertiel, un comportement qui s'apparente à une loi de puissance. Donc si on trace le graphe de E de K en coordonnées logarithmiques, on observe qu'une partie du graphe est essentiellement linéaire. La deuxième famille de propriétés qu'on observe dans un écoulement turbulent concerne la fonction de structure, qui est le module de continuité LP du champ de vitesse. On observe à nouveau la présence d'un régime inertiel, c'est-à-dire entre
des longueurs caractéristiques L-L+, qui sont essentiellement l'inverse des fréquences extrêmes du régime inertiel. La fonction structure se comporte comme une loi de puissance, qui en première approximation correspond à un exposant dual. Donc ici, la PM fonction structure se comporterait comme L puissance P sur 3. À grande échelle, SP de L tend vers une constante. Essentiellement, on voit la normale P. Et au contraire, à très petite échelle, on va juste voir la régularité de l'écoulement, donc L puissance P. Dans une troisième famille, on peut ranger toutes les autres propriétés qualitatives des écoulements turbulents. Par exemple, l'émergence de structures liées à la vorticité et à la dissipation. La loi du mur qui décrit le profil caractéristique de vitesse dans une couche limite turbulente. Et les diagrammes de Moody qui sont essentiellement une loi de Bernoulli turbulente, c'est-à-dire que à partir de ce diagramme, on peut déterminer la chute de pression lorsqu'un fluide turbulent est pompé à travers un tube de matériaux donné. Bien évidemment, toutes ces propriétés ont des enjeux très importants pour l'ingénierie. On peut aborder la turbulence de deux façons. En physique et en ingénierie, l'approche naturelle est celle des modèles de turbulence. La physique va postuler un certain nombre de mécanismes qui sont souvent de nature statistique et qui simplifient énormément les équations de l'hydrodynamique. Et ces modèles sont censés produire des écoulements dont les propriétés statistiques sont comparables à celles des écoulements turbulents. Alors plusieurs modèles ont été mis en place. Chaque modèle réalise des prédictions sur le comportement de la fonction de structure. Par exemple, le modèle de Kolmogorov de 41 prédit que SP de L va se comporter comme L puissance P sur 3 pour tout P. De même, le modèle log normal de Kolmogorov 61 prédit un comportement parabolique pour l'exposant zeta P, et plus tard le modèle multifractal de Frisch-Parisi prédit la courbe bleue. L'enfer de la turbulence depuis ses débuts, c'est qu'aucun de ces modèles ne colle avec les données typiques observées dans les écoulements turbulents qui ne sont ni linéaires ni quadratiques. La deuxième approche standard est celle des mathématiques. On privilégie plutôt l'aspect asymptotique turbulente, c'est-à-dire qu'on adjoint au système une force extérieure, et puis on essaye de prendre une limite de façon à rendre le régime inertiel infini. Deux exemples, voici l'écriture de la loi dite des 4/5 qui concerne la troisième fonction de structure, où on a donc une première limite qui est censée accéder à la loi de probabilité qui se cache derrière l'écoulement déterministe. Ensuite, une limite dans laquelle on fait tendre la viscosité vers 0 et en gardant le taux de dissipation constant, qui est censé étendre le régime inertiel jusqu'à une fréquence K plus égale plus l'infini. Et enfin, la troisième asymptotique, faire tendre le paramètre d'échelle vers 0, de façon à capturer effectivement le comportement de la fonction de structure dans le régime inertiel. Deuxième exemple, c'est tous les travaux autour de la notion d'attracteur universel. Dans ce cas, on se heurte au moins en dimension 3 aux difficultés liées à l'existence de solutions globales. Le problème avec ces deux approches, c'est que l'aspect fondamental pour l'ingénierie que la turbulence se produit ici et maintenant, c'est-à-dire à des échelles intermédiaires d'espace et de temps, est largement éclipsé. L'originalité de mon travail consiste donc à accepter de travailler à des échelles intermédiaires et d'étudier ainsi les fondements mathématiques de la turbulence, mais avec le point de vue de l'ingénierie hydrodynamique. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Pour exprimer qu'un intervalle de fréquence K-K+, est un régime inertiel pour un écoulement, on va tracer le spectre d'énergie en coordonnées logarithmiques. En tout point du graphe, on va tracer la tangente. On va étendre cette tangente à tout l'intervalle K-K+, et on va considérer qu'il y a effectivement un régime inertiel si toutes ces tangentes sont uniformément proches sur cet intervalle. Et il va falloir faire un compromis entre la tolérance qu'on va accepter sur la pente, on va accepter qu'elle ne soit pas exactement égale à -5/3,
ce qui nous permet d'élargir l'intervalle. Mais inversement, il faut aussi faire un compromis avec la longueur du régime inertiel, parce que si on a une tolérance donnée, mais que la longueur du régime inertiel est très très grande, et bien évidemment la précision géométrique va être faussée, puisque les tangentes ne seront plus aussi proches les unes des autres. On est ainsi conduit à la définition suivante. Une solution de Leray, pour fixer les idées, va présenter un comportement de turbulence homogène dans un intervalle de temps et dans un sous-domaine donné. Si on a les propriétés suivantes, dans ce premier transparent, on va mettre en place les acteurs. On va restreindre notre attention au sous-domaine qui nous intéresse. On calcule le spectre d'énergie sur l'intervalle de temps considéré. Et l'enjeu est maintenant de définir les valeurs pour K- et K+. Alors, comme on peut démontrer ultérieurement qu'on n'a en fait pas de choix pour la valeur de K-, j'ai incorporé ce choix dans la définition, c'est-à-dire que la fréquence K- est liée à l'échelle intégrale, c'est-à-dire une échelle macroscopique, qu'on peut calculer à partir d'une quantité que j'ai introduite, que j'appelle le volume actif, qui est essentiellement le quotient du carré de la normale 1 et du carré de la normale 2 du champ de vitesse. Ce volume mesure en fait la fraction de l'espace qui est occupé par le champ de vitesse le plus intense. Par exemple, si on est dans une zone laminaire avec un champ V à peu près constant, dans ce cas-là, le volume actif est égal au volume de oméga prime. Au contraire, pour un écoulement turbulent, on s'attend à avoir des zones très intenses et des zones beaucoup moins actives. Et du coup, cette fraction va mesurer de façon correcte l'échelle intégrale. Le choix de K+ résulte maintenant d'un compromis entre trois propriétés. La première, c'est qu'on veut que le régime inertiel soit le plus grand possible. On va calculer le nombre de Reynolds, qui est essentiellement le rapport entre les deux, et on va chercher à ce qu'il soit très grand. R0, c'est une constante universelle fixe. Deuxièmement, on va demander que dans l'intervalle K-, K+, la pente logarithmique soit le plus proche possible de -5/3, donc la précision du calcul, c'est gamma, la précision spectrale. On va demander à ce qu'elle soit petite. Premier compromis à faire, il faut que la petitesse de gamma soit reliée au nombre de Reynolds. Plus le domaine fréquentiel est grand, plus gamma doit être petit. En fait, la grandeur qui doit être petite, c'est le produit gamma fois log de R. La propriété T3 exprime que la zone K-, K+, n'est pas un accident dans la queue du spectre d'énergie, mais que c'est véritablement là que la physique a lieu, et donc on demande que une fraction substantielle, ici j'ai pris un tiers de la dissipation, donc la quantité epsilon qui est calculée ici, a lieu dans l'intervalle K-, K+. Lorsque toutes ces contraintes sont respectées, on considère que K-, K+, est un domaine inertiel et que l'écoulement présente un comportement de turbulence homogène dans le sous-domaine d'espace-temps considéré. Pour les solutions de Leray qui sont turbulentes au sens précédent, on peut démontrer plusieurs formules. La première, c'est que, conséquence directe de la définition, le spectre d'énergie ressemble à K puissance moins 5/3, avec la forme précise qui est donnée ici. On retrouve les formules standards de la physique pour l'expression des fréquences extrêmes d'un régime inertiel en termes de taux de dissipation, énergie totale et viscosité. On démontre aussi ce que j'ai signalé à l'instant, que la fréquence K- doit coïncider avec l'inverse de l'échelle intégrale telle qu'elle a été définie au transparent précédent en termes de volume actif. Et justement, un certain nombre de résultats liés au volume actif, je les ai mis en exergue en énonçant ce théorème, que dans ce contexte, on peut calculer le nombre de Reynolds avec la formule qui est donnée ici. Le taux de dissipation est aussi relié à la vitesse caractéristique et à l'échelle intégrale grâce à la deuxième formule. Et surtout, la fraction L0 sur U, c'est un temps caractéristique, et en fait ce temps, c'est la demi-vie énergétique d'un écoulement turbulent, c'est-à-dire que c'est le temps qu'il faut à une solution de Leray turbulente au sens précédent pour dissiper la moitié de l'énergie initialement présente. Ayant obtenu une description assez précise du spectre d'énergie des écoulements turbulents, je me suis ensuite intéressé à caractériser les fonctions de structure, et en particulier la fonction de structure S2. La deuxième fonction de structure s'obtient à partir du spectre d'énergie
en calculant une certaine intégrale contre un noyau de Wiener-Khinchin qui est présenté en haut à droite. Comme cette transformation s'apparente à la transformée de Fourier, la transformée d'une loi de puissance va donner une loi de puissance avec un exposant dual, donc l'exposant moins 5 tiers, k puissance moins 5 tiers au niveau fréquentiel, se transforme en un exposant L puissance 2 tiers sur la fonction de structure. Qu'est-ce qui se passe si le spectre d'énergie n'est pas exactement une loi de puissance? Alors on a un premier résultat de stabilité globale qui dit que si globalement le spectre d'énergie présente une pente moins 5 tiers sur l'ensemble des fréquences, alors de façon duale on peut garantir que la fonction de structure va présenter une pente 2 tiers sur l'ensemble des échelles avec une précision analogue. Le problème avec ce résultat, c'est que le spectre d'énergie d'un écoulement réel ne présente une loi en k-5 tiers que sur un intervalle fini, le régime inertiel. Donc on ne peut pas l'invoquer pour affirmer que la deuxième fonction de structure présente aussi un régime inertiel en L puissance 2 tiers. On peut préciser les choses avec ce deuxième théorème, dans lequel le membre de droite ne contient la pente du spectre d'énergie que sur l'intervalle k-k+. On peut démontrer que la deuxième fonction de structure va présenter une pente 2 tiers sur l'intervalle dual, avec quelques restrictions quand même. La première restriction, c'est que l'intervalle dual, il est en fait plus petit. C'est le rôle des paramètres mu et epsilon. Mu dépend de l'énergie résiduelle aux hautes fréquences, alors que epsilon va dépendre de la dissipation résiduelle aux basses fréquences. Pour que le régime inertiel dual soit non trivial, il faut s'assurer que le rapport mu sur epsilon, qui est naturellement plus grand que 1, reste néanmoins suffisamment petit. Dans la suite de l'exposé, je vais parler de pseudo-dérivés, donc un petit interlude pour préciser ce que c'est. Quand on calcule la dérivée standard d'une fonction sinusoïde, on induit une avance de phase. La pseudo-dérivée, au contraire, s'obtient par interpolation entre le graphique de la fonction et celui de la dérivée seconde. Elle ne présente donc pas d'écart de phase. Comme toute fonction raisonnable résulte de la superposition de fonctions sinusoïdales, cette propriété reste valable dans un cas très général. Là, vous avez un exemple d'une fonction quelconque. Sa dérivée première présente un écart de phase, alors que la pseudo-dérivée réalise l'interpolation graphique entre le graphe de f et le graphe de moins f second. On peut aussi calculer la pseudo-dérivée à l'aide d'une formule d'intégrale singulière. Lorsque la fonction est moins régulière, la pseudo-dérivée peut être non bornée, mais on peut la calculer sans problème. Dans mes travaux, j'ai aussi étudié une variante non locale de l'équation de Burgers. Alors, dans le mémoire, j'ai affirmé qu'il n'y a aucune modélisation connue associée à cette équation. Alors, depuis, j'y ai un petit peu réfléchi et je voudrais apporter une petite correction à ce point de vue. Si on considère l'évolution d'une grandeur scalaire dans une tranche d'écoulement turbulent, la dérivée particulière doit être remplacée par un opérateur non local, puisque, comme on le voit sur cette image, ce qui se passe en A à un instant donné va avoir une influence directe sur ce qui se passe en A' quelques instants après, sans transiter par la zone intermédiaire entre A et A', et même chose pour les autres petits tourbillons. Mais on souhaite néanmoins avoir une non-linéarité conservative dans L2. J'ai proposé de prendre le commutateur entre la multiplication par V et l'action de la pseudo-dérivée. L'analogie avec Burgers est la suivante, c'est que le terme non linéaire VV', on peut l'écrire aussi comme la dérivée de V carré, avec une correction qui n'est non pas un facteur 1,5, mais qui est une correction en moins VV'. C'est-à-dire qu'on peut l'écrire comme un commutateur. Quand on utilise cette non-linéarité pour écrire une équation de saveur hydrodynamique, on obtient l'équation de Burgers non locale gelée. Avec ce modèle, c'est naturel de travailler avec les fluctuations, donc on projette sur les fonctions à moyenne nulle, d'une part, et d'autre part, l'opérateur de diffusion D contient non seulement une viscosité, mais aussi une pseudo-dérivée d'ordre 1. En comparaison avec la viscosité, elle n'a d'effet qu'au niveau des basses fréquences, et on peut l'utiliser pour modéliser l'action pompage d'énergie
vers le système ou hors du système par les structures tourbillonnaires, ambiantes, qui ne font pas partie de la tranche qu'on est en train de regarder. Lorsqu'on épure complètement cette équation, on obtient l'équation de Burgers non locale. On garde juste la dérivée en temps et la dérivée particulière non locale. Alors ce qui est intéressant, c'est que en fait, on peut aussi faire le chemin inverse. À partir de l'équation de Burgers non locale, on peut retrouver une forme d'équation FNB. Si vous écrivez dans l'équation de Burgers non locale U sous la forme une vitesse moyenne plus une fluctuation, on obtient une équation de type FNB dans laquelle il n'y aura pas de viscosité, il n'y a pas de force extérieure. Par contre, le coefficient mu qui était associé aux grandes structures, c'est la moyenne de U, et cette moyenne mémorise le passé de la norme H1,5 des fluctuations. Et c'est comme ça que FNB a obtenu son nom, puisqu'on y gèle les effets de l'écoulement moyen. Avant d'aborder l'étude de l'équation de Burgers non locale dans la partie EDP, j'aimerais conclure la partie hydrodynamique en présentant sur un transparent quelques perspectives. L'équation de Burgers non locale semble présenter effectivement une asymptotique turbulente lorsqu'on fait tendre simultanément la viscosité et le paramètre de structure vers 0, tout en gardant la fréquence de coupure mu sur nu à une valeur fixe. Pour le moment, j'ai fait quelques expérimentations numériques qui semblent suggérer l'émergence de lois de puissance qui pour le moment sont inexpliquées. Abordons maintenant la partie consacrée à l'analyse des EDP. Concernant l'équation de Burgers non locale, je peux d'abord citer un résultat de 2010 de Frédéric Lelièvre et Pierre-Gilles Lemarié qui ont étudié une variante avec viscosité de l'équation de Burgers non locale. Ils y démontrent par des techniques standards de points fixes que cette équation possède une solution forte locale pour des données L3 et que cette solution est globale si la norme initiale est suffisamment petite. Le résultat que j'ai obtenu avec Cyril Imbert et Roman Schmidkoy concerne la version sans viscosité de cette équation. On construit une solution globale associée à n'importe quelle donnée positive bornée. Cette solution est régulière, conserve l'énergie, elle se raccroche à la donnée initiale continuellement dans L2 et faible étoile dans L infini, ce qui permet d'assurer la continuité des grandeurs physiques comme la densité énergétique et l'impulsion. La preuve a en fait commencé par cette simulation numérique qui nous a permis d'observer que la solution présente un principe du maximum. La solution décroît au niveau de son point de maximum et elle croît au niveau de son point de minimum. Alors une fois qu'on l'a observé, la démonstration de cette propriété est assez facile puisqu'on peut écrire l'équation avec une intégrale singulière et observer que la positivité du noyau nous entraîne cette propriété. Ensuite, comme pour l'équation de l'air tridimensionnel, on démontre que cette équation est bien posée dans un espace de Sobolev de haute régularité. Ensuite, on démontre un théorème de style Bilkato-Maeda, c'est-à-dire si on a un contrôle a priori sur la normale infinie de la dérivée de la solution, alors l'équation reste bien posée. En général, la théorie s'arrête là pour Euler ou Navier-Stokes, puisqu'on n'arrive pas à contrôler a priori ce niveau de régularité. Par contre, pour l'équation de Burgers non locale, on y arrive dans le cas de solutions positives en utilisant une technique de régularisation parabolique inspirée de la méthode de De Giorgi, c'est-à-dire on contrôle ce qui se passe dans un certain domaine, on fait un zoom, on contrôle à nouveau, on fait un zoom, etc. Pour être précis, la méthode de De Giorgi, on ne la met pas en œuvre sur l'équation de Burgers non locale directement, mais en fait sur une équation de la densité énergétique, U carré, qui se comporte un petit peu mieux. Enfin, la méthode de De Giorgi nous donne une toute petite régularité sur la solution, et ensuite il faut mettre en place un schéma itératif pour monter en régularité, une théorie de Schauder, qui nous permet d'accéder au contrôle de la norme L infini de la dérivée, à partir duquel on peut appliquer le principe de Bilkato-Maeda. On obtient aussi une description assez précise du comportement asymptotique de la solution. La solution va converger vers une constante, la constante qui possède la même énergie que la donnée initiale, et cette convergence a lieu à la fois aux grandes échelles, avec une réduction exponentielle de l'oscillation, c'est-à-dire l'écart entre la valeur maximale et la valeur minimale décroît exponentiellement,
De même pour la convergence aux petites échelles, si on attend suffisamment longtemps que les premières oscillations initiales se soient dispersées, la norme L infinie du gradient décroît exponentiellement. Enfin, on a un résultat qui permet de relier l'impulsion à l'impulsion limite et à la dissipation future des fluctuations, mesurées en norme h1,5. On peut observer aussi que cette grandeur correspond à un défaut dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz, défaut du fait que U n'est pas constant. Et en particulier, on peut le contrôler par l'oscillation qui, grâce au premier résultat, décroît exponentiellement. Je me suis aussi intéressé à la modélisation de phénomènes de diffusion lente dans les milieux poreux. Faisons un bref tour d'horizon des phénomènes de diffusion en hydrodynamique. Tout d'abord, si on considère la concentration d'un composé en phase aqueuse, on a les phénomènes de diffusion appelés loi de Fick, qui sont essentiellement une équation de la chaleur, donc une diffusion instantanée. Dans le deuxième modèle, on cherche à pomper un fluide à travers un milieu poreux, pensez un bac à sable. Le bilan de conservation de la masse s'exprime de la façon suivante. La densité de masse est transportée par le champ de vitesse. Le champ de vitesse, par la loi de Darcy, s'exprime comme un gradient de pression. Et enfin, on a une contrainte thermodynamique qui nous dit que pour que la pression soit élevée, il faut évidemment que les molécules soient compactées les unes avec les autres. Donc la pression est une fonction de la densité. On obtient ainsi l'équation dite des milieux poreux. Enfin, pour modéliser des phénomènes de diffusion en milieu poreux, mais beaucoup plus lents que ceux induits par la loi de Darcy, Caffarelli et Vasquez ont proposé de remplacer le gradient de pression par une dérivée non locale de la pression, l'opérateur d puissance alpha moins 1 écrit ici. Caffarelli et Vasquez ont considéré une loi de pression triviale, c'est-à-dire P égale ρ. Et ma contribution avec Cyril Imbert et notre étudiante de thèse Rana Tarini, nous avons étudié le cas d'une loi de pression entre guillemets générale, c'est-à-dire un F de ρ égale ρ puissance m-1. Le résultat d'existence remonte à 2015 où, pour toute donnée initiale physique, c'est-à-dire intégrable et bornée, on peut démontrer que l'équation précédente possède au moins une solution faible bornée pour laquelle la masse totale, c'est-à-dire l'intégrale de ρ, est constante. Ce que nous avons démontré avec Rana et Cyril, c'est que ces solutions sont, pour au moins certaines valeurs des paramètres alpha et m, sont des solutions régulières, régularité eulérienne, avec un contrôle de la norme de Hölder par la norme L infinie de la densité. La technique de démonstration de ce théorème est à nouveau une technique de régularité parabolique par méthode de Giorgi. Donc on fait des estimations à une échelle donnée et puis on essaye de contrôler les choses à l'échelle inférieure, et ceci de façon itérative. Une dernière série de travaux concerne un problème elliptique avec une non-linéarité critique et un poids variable. Il s'agit de minimiser la fonctionnelle suivante, où oméga est un domaine borné régulier de Rn. La contrainte est qu'on impose la normale Q d'être égale à 1, où Q est l'exposant critique de l'inclusion de Sobolev. On peut étudier le problème avec lambda strictement positif, donc avec le terme de valeur propre, ou au contraire pour lambda égale 0, c'est-à-dire sans valeur. Le poids A de xu est variable. On suppose que en variable x, que le poids présente un minimum en un point x0. La solution va se concentrer autour du point x0. On rajoute aussi un terme quasi linéaire, donc avec un poids b de x u puissance k, avec une fonction b qui va s'annuler au voisinage de x0. Un résultat classique de Bresis et Nirenberg concerne le cas a égale à 1, donc un poids constant. Problème dans ce cas-là semi-linéaire. La situation est assez différente selon que le terme de valeur propre est présent ou pas. Lorsque lambda égale 0, PS0 de oméga 1 n'est jamais atteint, du moins si oméga est étoilé par rapport à un point. Alors Jean-Michel a démontré au contraire que si la topologie est non triviale, le minimum peut être atteint. A l'inverse, pour lambda strictement entre 0 et la première valeur propre du Laplacien, en dimension au moins 4, le minimum est atteint et l'équation de L'Euler-Lagrange associée
admet donc une solution. En collaboration avec Recep Atigi, je me suis intéressé au cas d'un poids A variable. Lorsque lambda égale 0, il y a déjà deux cas possibles. Si bêta est strictement plus grand que kn sur q, on est en régime semi-linéaire, c'est-à-dire l'infimum peut se calculer mais il n'est pas atteint. Au contraire, lorsque bêta est strictement plus petit que kn sur q, on est dans un cas où le terme quasi-linéaire est dominant et l'infimum est réalisé par une fonction UH10 et S0 est strictement plus grand que alpha S. A l'inverse, lorsqu'on rajoute un terme de valeur propre et qu'on se place initialement dans le cadre semi-linéaire, c'est-à-dire on choisit des indices bêta suffisamment grands pour que, en absence de valeur propre, il n'y ait pas de minimum, la présence du terme de valeur propre change la nature du problème et rétablit l'existence du minimum, et l'équation de l'Erre-Lagrange associée possède à nouveau une solution. Je vais présenter très rapidement mes travaux en analyse multifractale et souris riemannienne. En analyse multifractale, on étudie la notion d'exposant de régularité ponctuelle d'une fonction et, avec un point de vue un peu plus global, la notion de spectre multifractal. L'exposant de régularité ponctuelle est défini de la façon suivante. On approche une fonction f en un point x0 par son polynôme de Taylor et on se demande quel est le meilleur ordre d'approximation possible, c'est-à-dire si je retranche un polynôme à f, je vais obtenir un comportement en x moins x0 puissance alpha et on cherche l'exposant alpha maximal possible. On obtient ainsi l'exposant de régularité ponctuelle de f au point x0. Deuxièmement, on cherche à qualifier quelle est la taille de l'ensemble des points qui ont un exposant de régularité ponctuelle donné. La bonne façon de mesurer cette taille, c'est à l'aide de la dimension de Hausdorff. On obtient ainsi ce qu'on appelle le spectre multifractal, qui est la dimension de Hausdorff de l'ensemble des points qui ont un exposant de régularité ponctuelle donné. Le théorème fondamental de Stéphane Jaffard caractérise le spectre multifractal des fonctions dans les classes de Hölder et d'autre part dans les classes de Sobolev et de Bezov. Dans une classe de Hölder CS, l'exposant de régularité ponctuelle est toujours supérieur ou égal à S, et sur un ouvert dense, on peut garantir que le spectre multifractal se réduit au point S, c'est-à-dire que tous les points sont en fait de régularité exactement S et pas mieux. A l'inverse, pour un espace de Sobolev ou de Bezov, la régularité ponctuelle va s'étaler de S-Q sur P jusqu'à S et au-delà, avec de façon générique un comportement multifractal, c'est-à-dire que sur une intersection d'ouvert dense, on peut démontrer que le spectre multifractal coïncide avec la courbe rouge de la figure en bas à droite. Ma contribution, en collaboration avec Stéphane Serret, a consisté à démontrer ce même résultat lorsque l'espace euclidien Rn est remplacé par le groupe de Heisenberg, ou plus généralement, un groupe de Carnot. En intransparent, le groupe de Heisenberg, c'est une copie de R3, munie d'une loi de groupe non commutative. L'effet des translations dans la structure de groupe est illustré par la figure suivante. On voit que les translations horizontales induisent un cisaillement d'un rectangle centré autour de l'origine. A l'inverse, la figure est invariante par translation verticale. Les champs invariants à gauche présentent naturellement une stratification. On considère comme dérivée horizontale les champs qui engendrent les plans représentés sur cette figure. La propriété remarquable est que lorsqu'on prend une base de ces plans et qu'on calcule le commutateur, on obtient une base de la direction transverse, la direction verticale. On dit qu'on a ainsi une structure sous-riemannienne. En termes naïfs, c'est la version glorifiée de comment faire un créneau avec une voiture. On a deux directions principales, l'angle fait par la roue et le déplacement dans la direction de la roue. Et par commutateur, on arrive à se déplacer dans la direction transverse et garer le véhicule. La norme naturelle sur le groupe de Heisenberg est anisotrope. On le voit lorsqu'on fait une dilatation d'un facteur lambda sur les coordonnées horizontales. La dilatation correspondante doit être en lambda carré sur la direction verticale, ce qui donne
une dimension homogène pour le groupe de Heisenberg qui est 4, alors que la dimension euclidienne sous-jacente n'est que de 3. La dernière partie de mon exposé concerne les travaux réalisés en pédagogie des mathématiques. Depuis 5 ans, j'ai mis en place avec une collègue de physique, Monique Margulies, un nouveau parcours de licence qu'on a appelé Parcours Apprendre Autrement, qui est destiné en priorité aux élèves issus des baccalauréats technologiques, et puis plus généralement aux élèves en difficulté, afin de leur permettre de s'insérer dans la formation de sciences de l'ingénieur et de l'UFR de sciences de l'Université Paris-Est-Créteil. Le parcours Apprendre Autrement s'apparente au Community College à l'américaine, avec des enseignements spécifiques adaptés à un public varié. En première année de licence, le profil de réussite du parcours Apprendre Autrement s'apparente à celui d'un parcours sélectif comme les doubles cursus. En deuxième année, le tronc commun de Sciences pour l'ingénieur est en général synonyme d'échec en masse, alors que le parcours Apprendre Autrement a des résultats bien meilleurs. Et ces résultats s'inscrivent dans la durée, puisque en troisième année, les étudiants Apprendre Autrement réintègrent le tronc commun de la licence, mais quand on regarde leurs statistiques de résultats, ils sont particulièrement bien préparés à réussir en troisième année de licence. Le parcours Apprendre Autrement répond à une problématique qui s'étend bien au-delà de l'insertion à l'université des baccalauréats technologiques. Voilà quelques statistiques de résultats quand on demande à des élèves de première année de calculer 1,5 plus 1 tiers. Le taux d'échec est quand même assez élevé. De même pour les manipulations algébriques du premier degré, si elles constituent effectivement une difficulté majeure pour les élèves titulaires d'un bac techno, elles sont aussi difficiles d'accès pour le quart des étudiants titulaires d'un bac S. Pour mon travail de réflexion sur l'enseignement des mathématiques au sein de ce parcours, j'ai reçu en juin dernier une mention spéciale du prix Jacqueline Ferrand et j'ai écrit un article qui permet de dégager les différents axes d'action qui dirigent l'enseignement des mathématiques au sein de ce parcours. J'y donne quelques pistes pour essayer de donner du recul et du sens aux cours de maths, pour remédier aux incompréhensions de l'écrit et plus généralement la difficulté d'appréhender un cours structuré. Je recommande l'approche computational thinking, c'est-à-dire l'emploi de la programmation pour enseigner les mathématiques, ainsi qu'une approche radicalement multidisciplinaire entre les maths, la physique et l'informatique. Bien sûr, la pratique d'entraînement régulier au calcul reste indispensable, et j'y étudie aussi des pistes pour transformer l'évaluation en un outil d'apprentissage au lieu d'être simplement une sanction. Je ne vais pas m'étendre davantage sur le parcours Apprendre Autrement puisque je préfère terminer avec 2 petites vidéos extraites d'un article de vulgarisation que j'ai écrit en collaboration avec Agère. La première vidéo illustre comment calculer la transformée de Fourier d'un signal. L'idée, c'est d'enrouler le signal autour de l'origine et de considérer que l'encre a un poids. On regarde le centre de masse de la figure obtenue en fonction de la fréquence d'enroulement. Alors en général, ce centre de masse reste au voisinage de l'origine, mais de temps en temps, on observe une excursion du centre de masse dans le plan complexe. Par exemple, bientôt une excursion vers la droite de la figure. Voilà. On observe que l'amplitude de ces excursions coïncide avec l'amplitude du coefficient de Fourier, que l'écart angulaire dans le plan complexe entre les directions de ces excursions correspond à l'écart de phase entre les coefficients de Fourier eux-mêmes. La deuxième vidéo concerne la synthèse de Fourier. On observe que si on superpose des sinusoïdes qui sont simplement décalés dans le temps et
d'amplitude variée, on peut générer un signal, pour ainsi dire, quelconque. Nous savons mathématiquement qu'en fait, n'importe quel signal périodique L2 peut être généré de cette façon. L'article contient en fait des liens vers une trentaine d'animations que nous avons générées et qui sont publiées sur ma chaîne YouTube. Merci pour votre attention.